Amis de la conception 3D, bonjour. Aujourd'hui, au menu, la modélisation d'une balle de foot. Là aussi, on a affaire à un sujet maintes fois abordé sur YouTube, notamment au cours de tutos divers et variés sur les différents softs de CAO. Euh, il suffit de taper Soccer Ball Katia ou Soccer Ball SolidWorks ou Soccer Ball NX pour avoir pléthore de vidéos qui vous explique ou qui tente de vous expliquer comment réaliser cette géométrie avec différents moyens, avec des méthodes plus ou moins longues. Ce que l'on remarque surtout, c'est que on nous sort du chapeau des géométries préexistantes, comme par exemple ici, on nous propose de démarrer à partir de rectangles avec le golden ratio, donc c'est-à-dire le nombre d'or. Okay, d'où vient ce nombre d'or? Quel est-il? Que fait-il? Quels sont ses réseaux? Je ne sais pas. Dans l'autre cas, on a souvent affaire à des personnes qui vous proposent de modéliser tout un tas de polygones, comme ici l'hexagone, le pentagone, et puis ensuite les assembler. Et ce qui me... alors, il y a vraiment des méthodes qui sont toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Et là aussi, c'est pareil, on a un joli empilement de pentagones et des valeurs, encore une fois, qui sont parfois un peu bizarres, notamment leur capacité à aller chercher à mettre en place des valeurs d'angle ou de distance, et on se demande d'où ils sortent ces informations. Voilà. Moi, je vais vous proposer ma méthode. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle s'appuie sur de longues années de recherche déjà. J'avais déjà fait une vidéo il y a 15 ans sur le même sujet. Avec Creo 12 maintenant, on va pouvoir aborder la totalité de ce sujet en mode pièce avec le multicore, c'est sympa. Et surtout, elle s'appuie sur les méthodologies sur lesquelles j'ai déjà fait des vidéos. Notamment, en fait, un ballon de foot, on part d'une base d'icosaèdre tronqué. Donc, allez voir mes vidéos, je les mettrai dans la description sur ces géométries. J'ai fait une vidéo sur l'icosaèdre, j'ai fait une vidéo sur l'icosaèdre tronqué. Et pour faire ce ballon de foot, eh ben, on va partir sur une base d'icosaèdre tronqué. Allons-y, je vais commencer donc une nouvelle pièce. Je vais lui donner un nom original, par exemple Soccer Ball en anglais. Je fais apparaître mes plans de référence et je vais travailler sur ce plan-là et on va commencer par une esquisse. Pour des raisons de commodité, je me mets dans la vue de l'esquisse. Je vais pour l'instant faire disparaître mes plans de l'affichage et comme je vous le disais, on va commencer par la structure ou en tout cas la base d'un icosaèdre tronqué. En fait, je vais avoir besoin pour réaliser mon ballon de foot de ces deux orientations, ces deux segments. Ce segment-là représente un hexagone euh, dont la hauteur est vue en vraie grandeur. Et ici, on a ce petit segment représente un pentagone. La base du pentagone est sur ce point et le sommet du pentagone est sur ce point-là. Voilà. Donc ça, ce sont les deux géométries solides dont je vais avoir besoin pour réaliser ma figure. Ensuite, je vais faire des segments de construction qui vont me permettre de consolider cette figure et de faire en sorte de n'avoir au final que une seule cote, qui est la cote de la longueur d'arête. La longueur d'arête, la cote, ça sera celle-ci. Je peux tout de suite cette cote-là la rendre forte et vous verrez que au fur et à mesure que l'on va travailler, Creo va faire disparaître petit à petit toutes les cotes blanches que vous avez là, qui sont des cotes qu'on appelle des cotes faibles, mais au moins ça me permet de savoir où j'en suis dans ma conception, et notamment au fur et à mesure que je vais rajouter des contraintes géométriques, des parallélismes, des perpendicularités, des égalités, etc. Ben vous allez voir qu'au fur et à mesure, les cotes vont disparaître jusqu'à arriver
à un résultat. Le résultat que je recherche, c'est d'avoir qu'une seule cote, une cote de longueur ici qui sera l'arête de alors ici en haut, ça sera l'arête normalement d'un hexagone, mais comme dans les solides platoniques, les solides de Platon, toutes les arêtes ont la même longueur, et bien voilà, le fait d'indiquer à cet endroit-là fait mon affaire. J'en ai pas encore fini avec les éléments de construction. Je rajoute, hop, deux segments comme ceci. Voilà. Je rajoute un petit segment par ici et encore un segment là et un segment ici. Voilà. À quoi ça va me servir? Eh bien, en fait, en haut, ici, de cette arête-là, de ce sommet ici à ce sommet-là, on a la base en vraie grandeur, d'un triangle de l'icosaèdre. Et on le coupe en trois pour avoir trois parties égales. Donc, je vais rentrer ces égalités ici. Celui-là qui fait la même longueur que celui-là, et pareil ici. Et en plus, celui-là se trouve centré, donc on va faire un point milieu comme ceci, ça c'est bien. Ça, c'est la base de mon triangle de l'icosaèdre. Il est coupé en trois longueurs égales pour obtenir d'un côté des hexagones et de l'autre côté des pentagones. L'autre contrainte que je connais déjà, c'est que ce point-là, il est aligné sur cette droite-là. Ce que je sais également, c'est que au niveau des égalités, nous avons une égalité de longueur sur ces deux segments parce que c'est la hauteur, la demi-hauteur et la demi-largeur de mon cube qui contient mon pentagone. Pentagone non, qui contient mon icosaèdre. J'ai une égalité entre ces deux segments. Ici, c'est la demi-hauteur en grandeur, en vraie grandeur également d'un triangle original de l'icosaèdre. Donc ça, c'est bien. Vous voyez qu'il me reste deux cotes à contraindre. Je vais m'employer à le faire. Normalement, on a un parallélisme entre ces arêtes. Hop, la cote d'angle qui était là a disparu. Et il me reste une contrainte à mettre en place, c'est que ce point-là, il est coïncident sur sur ce segment. Voilà. J'ai terminé la contrainte, la construction de ma figure. On a ces deux arêtes qui sont parfaitement positionnées dans l'espace. Si je modifie la longueur de cette arête, eh bien vous voyez que l'ensemble de la figure garde ses proportions. C'est simplement, ça réalise justement juste une homothétie. L'ensemble se tient tout seul, c'est très bien. C'est ce que j'attendais. On va néanmoins rajouter encore quelques éléments de construction. Je vais faire deux segments ici. Je les trace à peu près au pif. Alors pas tout à fait au pif. Là, je me suis déjà arrangé pour qu'ils soient alignés. Les extrémités sont symétriques par rapport à ce point-là et par rapport à mon axe horizontal. Voilà. Et les deux segments sont de longueurs égales. Et sur le deuxième segment que l'on a ici, on va venir placer un point au milieu. Voilà. Et par rapport à ce point que j'ai placé au milieu, on va faire passer un trait d'axe. Centerline ici, mais c'est un trait d'axe. Ce trait d'axe, pour l'instant, je le trace de façon quelconque, mais ce trait d'axe, il est parallèle à cette face-là de mon pentagone. Ça, c'est fait. Et j'ai besoin d'autres traits d'axe, un vertical, qui me servira pour une prochaine forme de révolution, un trait d'axe qui passe par l'origine et qui est perpendiculaire à mon pentagone, et un dernier trait d'axe qui est perpendiculaire à mon hexagone. Voilà, j'ai terminé mon travail d'esquisse, ça me va bien, je valide mon esquisse. Si je fais réapparaître mes plans de référence, voilà ce que ça donne. J'ai ces deux segments ici qui vont me permettre de construire les formes, le pentagone et l'hexagone. Avant de continuer, je vais rajouter un point de référence juste placé sur mon repère.
Voilà. Maintenant, je fais disparaître les plans de référence. Je ne garde que le point. C'est ce qui m'intéresse. Voilà, c'est parfait. Et puis les axes. Tiens, on va aussi faire apparaître les axes. Bien. Étape suivante, réaliser des surfaces qui relient, vous allez voir les surfaces telles que je vais les créer. J'ai vu dans d'autres vidéos que effectivement c'était une étape que certains concepteurs utilisaient également. Là, je vais faire une surface qui pointe sur ce point et qui va démarrer ici autour d'un hexagone. Alors, je vais créer cette esquisse à la volée dans ma fonction surfacique. Ça c'est un point très intéressant dans Créo également. J'ai besoin du plan d'esquisse de cette esquisse. Je vais le créer aussi à la volée. Ce plan va passer par cette arête et sera perpendiculaire à cet axe. Je le précise ici, perpendiculaire. Très bien, c'est fait. Je suis perpendiculaire. Je vais aller chercher dans ma palette d'esquisse des hexagones parce que je n'ai pas envie de m'embêter à le dessiner. On a cette palette d'esquisse, c'est bien pratique. J'ai un premier hexagone. Au niveau de ses contraintes, on rend son centre ici coïncident avec le centre, le milieu du trait qui représente l'hexagone. Et pour le contraindre parfaitement, je prends cette arête que je rends coïncidente à ce point-là. Du coup, il m'alerte, cette cote qui était dans mon esquisse d'hexagone à l'origine devient surabondante, eh bien je la détruis et le tour est joué. J'ai fini mon esquisse d'hexagone, je la valide, je valide mon esquisse dans la fonction surface et j'ai à présent la surface qui m'intéresse, c'est-à-dire on démarre sur un hexagone et on vient s'arrêter sur un point. Nous allons réaliser exactement la même opération, donc une surface délimitée par ses frontières. La première frontière, c'est le point qui se trouve ici voilà, à l'origine de mon repère. Et la deuxième contrainte, ou en tout cas c'est une esquisse qui passe par un plan qui lui-même passe par ce segment et qui est perpendiculaire à son axe. C'est parfait. Je vais chercher maintenant dans ma palette d'esquisses le pentagone. Voilà, on peut l'agrandir un petit peu, c'est plus facile comme ceci à traiter. On rend, on s'occupe de nos contraintes, une coïncidence comme ça. Là, vous voyez qu'il est orienté d'une manière qui est pas forcément correcte. C'est pas dramatique. On va parce que vous avez une contrainte ici d'horizontalité par rapport à l'esquisse. Donc maintenant, j'ai supprimé cette contrainte d'horizontalité, ce qui fait que mon pentagone va pouvoir, comme ceci, tourner autour de son axe. Ça va me permettre de créer une coïncidence entre ce sommet et l'extrémité du segment qui m'a servi de base pour créer le pentagone. Je me retrouve à nouveau dans un cas de surcotation. Eh bien, je détruis cette cote qui est devenue surabondante et j'ai mon pentagone. Vous voyez que je n'ai aucune cote, aucun angle. Tout est basé sur ma première esquisse. C'est fait. Maintenant, nous allons passer à l'étape où je commence à ajouter de la matière, parce qu'on va faire la peau de notre ballon de foot sous la forme, sous la forme d'une surface d'un ajout de matière de révolution. Juste pour une idée d'avoir une idée des proportions, voilà, mes arêtes ici font pour l'instant 153,07, hein, toutes celles-ci font 153,07, on peut le vérifier très facilement en allant chercher ici l'outil de mesure. Si je mesure ça, ça fait 153,07, celle-ci fait 153,07, enfin bref, elles font toutes 153,07. Je rappelle, je n'ai rentré aucun angle. La seule cote qui pilote mon modèle ici, c'est uniquement la cote de l'esquisse que l'on a là. Et je vais le ramener sur des proportions, je vais mettre avec 100 mm. Vous voyez, ce que vous pourrez constater dans les exemples que vous trouverez par ailleurs sur le ballon de foot, posez-vous la question, comment
le modèle réagirait si je modifiais les cotes. Vous verrez des exemples où où on voit tout un tas de cotes, ou en tout cas déjà au moins la cote d'angle entre le pentagone ici et l'hexagone. Eh bien, moi ici, je n'ai pas de cote d'angle. Elle est déterminée par la longueur de mon segment. Donc, en cas de modification, je suis sûr d'avoir un modèle stable qui se tienne et qui encaisse bien les changements. Allez, assez parlé. On va se placer sur le plan face. Sur le plan face, on va lui proposer de faire une forme de révolution. La forme de révolution, on est dans le mode esquisse. Je vais aller chercher un arc qui passe par un arc qui passe par déterminé par son centre et son extrémité. Je vais partir ici sur l'hexagone et je m'arrête. Alors sur le pentagone, vous allez voir, on n'arrive pas tout en haut du pentagone, on s'arrête un petit peu avant, et ben c'est bien, c'est ce que je cherche. Voilà, donc j'ai fait mon arc de cercle, ça me va bien, je valide. J'ai un petit message d'avertissement qui me prévient que comme j'ai fait une esquisse ouverte, eh bien Créo va automatiquement basculer en mode surface. Je dis OK, mais moi, et puis il me demande l'axe de révolution que je donne à cet endroit-là. Mais moi, ce que je veux, c'est pas une surface, c'est un solide. Alors, comme j'insiste avec mon solide, lui, ben, il va me proposer ici une fonction mince. Je vais mettre, par exemple, on va mettre 10 mm d'épaisseur. On va la mettre à l'intérieur, l'épaisseur. Voilà, de manière à ce que partout, mes géométries, mes polygones apparaissent. Et puis je vais pas faire tout mon igloo ici. Je vais lui proposer d'aller d'un côté jusqu'à une référence qui est ce point-là, ça suffira bien. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais aller également jusqu'à une référence qui est de ce côté-là. Donc même pour ma forme de révolution, je ne rentre pas de valeur d'angle à la main. Je m'appuie sur la géométrie pour déterminer la dimension de ma forme de révolution. On va mettre encore un petit peu l'épaissir. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance, mais ça sera plus agréable. En tout cas, on verra mieux ce que je vais faire. On va prendre voilà, du 20 mm, un ballon en plomb. Ça va, c'est excellent pour les têtes. Bien. Et j'ai un body, donc un premier corps qui est constitué de cette grosse paroi de révolution. Eh bien, ce corps, je vais commencer par le découper euh, par le séparer en deux corps, et la séparation, la forme qui va me servir de séparation, eh ben c'est cette fameuse forme euh, créée par ma surface. Je valide et je me retrouve maintenant avec deux corps. Ce corps-là, tiens, je vais le renommer, je vais l'appeler Penta. Voilà. Et puis le corps qui est pour l'instant actif, je vais l'appeler tout simplement Hexa. Original, mais ça me permet de mieux savoir où j'en suis. Donc j'ai fait ma séparation, très bien. J'en profite tout de suite pour venir chanfreiner. Alors je vais utiliser le chanfrein plutôt que l'arrondi. Je trouve que c'est plus élégant. On fait bien ce qu'on veut, hein. On va pas s'embêter avec ça. Je vais aller chercher toutes les arêtes qui font le tour de mon hexagone en sélectionnant cette arête, hop, partiel loop, enfin complete loop, donc il prend le contour complet. Il veut pas me faire un chanfrein en D par D, on va lui donner en O par O. C'est un autre schéma de cotation, mais qui permet comme ceci de passer dans des endroits où on ne passerait pas avec le schéma de cotation D par D. Donc là, j'ai fait un chanfrein de 6 mm, comme ça on va bien voir ce qui se passe sur ce corps-là. À présent, le corps Pinta, ici, pour l'instant, lui, il est encore constitué de la paroi que j'avais créée précédemment. Donc, ce que l'on va faire déjà, c'est on va l'activer, ce corps. À partir de ce moment-là, les nouvelles opérations que je vais réaliser vont avoir une action par défaut sur ce corps. Je vais sélectionner ma surface qui se trouve là et je vais en faire une forme de solidification. Je fais une découpe et vous voyez que, ok, j'ai ce que j'attendais, c'est-à-dire que cette découpe m'a enlevé l'extérieur de la matière, donc ça me va bien, sans toucher au corps ici, parce que voilà, c'est l'intérêt du multicorps, c'est que l'on peut comme ça travailler sur des géométries disjointes
sans impact, sans que l'une impacte l'autre. C'est pratique. Je fais un peu de ménage, enfin un peu de ménage, hein, oui, je fais un peu de tri. Et donc, tiens, pourquoi m'a-t-il gardé ce plan-là? Alors, hop, je vais le ranger. Je vais faire, voilà, je fais un petit peu de ménage, un petit peu d'ordre dans mon arbre du modèle. Hop, j'ai rangé mes plans dans mes esquisses. Ça me permet de pas avoir les plans qui apparaissent à l'affichage. Et ces esquisses et ces surfaces, voilà, je les cache. C'est un peu plus propre. Et je vais réaliser un chanfrein, pareil sur mon pentagone. Je prends cette arête comme arête de référence, on met du 6 mm et on passe sur un schéma haut par haut. Voilà. Bien. Et bien maintenant, on a fini nos formes de base. Il nous reste plus qu'à à les dupliquer, à les répéter. On va voir comment pour obtenir le ballon final. Je vais commencer par le pentagone. Je vais en faire une symétrie. Alors, vous direz, mais à quel endroit on a une symétrie? Eh bien, si on réfléchit bien, on peut créer une symétrie de ce pentagone en utilisant un plan qui n'existe pas encore, que je vais créer à la volée. Ce plan, il passe par cet axe et il est perpendiculaire à la face, cette face de mon hexagone. Je valide et hop, j'ai mon deuxième pentagone. Il est parfaitement placé, hein, c'est parfaitement jointif, il n'y a pas de problème, mais j'ai réalisé ce placement grâce à une fonction miroir. On peut faire la même chose sur l'hexagone. Je l'attrape directement ici, je lui propose d'avoir un autre hexagone en faisant un miroir par rapport à cette face-là cette fois. Vous voyez, et j'ai maintenant la partie qui va me permettre de créer l'hémisphère nord, si on veut, de mon ballon. Alors, pour faire l'hémisphère nord, je vais prendre cet hexagone-là et les deux autres corps ici que je n'ai pas renommés, c'est pas la peine. Je ne prends pas le pentagone tout en haut parce que lui, il va distribuer, il va rester tout seul. C'est ce motif que je vais répéter. Hop. On va le répéter. Suivant un motif ou un peuplement axial, je sélectionne l'axe qui passe par le centre de mon pentagone, je lui précise que je veux 5 répétitions et surtout je lui demande de calculer tout seul l'angle sur 360 degrés pour répartir 5 éléments. Et j'ai maintenant l'hémisphère nord de mon ballon. Je n'ai même pas rentré l'angle de répétition. Il l'a calculé tout seul, et ce qui fait que je n'ai pas besoin de m'en soucier. Pas besoin de m'en soucier, ça va passer tout seul. Vous vous souvenez de l'axe que j'ai tracé en dernier, enfin c'était pas tout à fait en dernier, et bref, cet axe-là que j'ai tracé dans mon esquisse, et ben lui il va me servir à réaliser la symétrie de la totalité des corps que j'ai créés ici. Je sélectionne de nouveau la partie miroir et le plan de symétrie, il va passer par cet axe et il sera perpendiculaire au grand axe ici. Donc, normal, je valide et je revalide. Alors on y est presque, mais il y a juste une question de décalage angulaire pour que mon hémisphère sud soit bien ajusté à l'hémisphère nord. Donc, le miroir qui a été réalisé ici, je viens sélectionner cette fonction. Ça, c'est une fonction bien pratique de déplacement à la volée, enfin, pas de déplacement, mais une manipulation flexible dans Créo. Je choisis de faire une rotation autour d'un axe. L'axe, c'est celui-ci. Et exceptionnellement, je rentre un angle, mais ce n'est pas un angle qui sert à dimensionner ma géométrie, c'est juste un angle qui me sert à faire une sorte comme ceci de miroir un peu particulier. Mais voilà, j'ai terminé mon ballon. Et si je désire modifier les dimensions de mon ballon,
Si je change ici la cote de 100 et je passe par exemple à des arêtes de 300, eh bien, l'intégralité de ma géométrie va suivre. Bon, les cotes de chanfrein, elles, sont restées à 6 mm, c'est bien normal, celle-ci je n'y ai pas touché, et le chanfrein fait plus office de décoration que de code fonctionnel. C'est ça l'intérêt de ma méthode, c'est que vous avez un modèle qui est robuste, qui est entièrement paramétré et qui peut maintenant changer de taille à volonté. Je pourrais même, par exemple, décider non plus de coter ces bouts d'arête là, ces bouts de segments, mais je pourrais décider de coter le diamètre de la sphère qui contient mon ballon. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que les autres youtubeurs ne peuvent pas vous proposer parce que leurs méthodes ne le permettent pas de prédire le diamètre qu'aura la sphère le ballon. Pour le faire, si je retourne dans ma première esquisse, hop, la voici, je me remets en vue de projection. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que par rapport à cette géométrie, je vais avoir ma sphère qui contient le ballon est un cercle qui, je vais le faire sous la forme d'un arc de construction. C'est en fait le même arc que celui que j'ai utilisé pour faire la forme de révolution que vous avez vu tout à l'heure, hein. Donc c'est un arc qui se dessine de la manière suivante. Pour l'instant, il n'a pas eu besoin de cote. Et d'ailleurs, si maintenant je décide de faire une cotation sur cet arc et que je la positionne, vous voyez qu'il y a un conflit. Euh, je choisis soit le diamètre, soit l'arête, mais pas les deux. Alors à la limite, ce que je peux faire, c'est que l'arête, je peux lui dire, bah tiens, laisse-la moi en code de référence. Ça m'intéresse de voir un petit peu quelle va être la dimension de mon arête une fois que j'aurai choisi la dimension du ballon. Là, pour l'instant, il me propose le rayon. Dans Créo, il est très simple de basculer entre un rayon et un diamètre, voilà. Et puis là, il nous propose un diamètre de 1400 donc d'1 m 40, hein. C'est beaucoup pour un ballon de foot. Alors, je ne fais pas de foot, mais je peux euh, estimer qu'un ballon de foot va faire 250 mm de, de diamètre, c'est-à-dire 25 centimètres de diamètre. J'aurai ma sphère ici, comme ça qui ferait. Et pour le coup, là, j'ai des arêtes qui font 51, 5 centimètres, quoi. C'est cohérent, ça me va bien. Je valide et hop, maintenant j'ai mon ballon qui fait 25 centimètres de diamètre. Alors, effectivement, il faut que je mette peut-être à jour les codes de chanfrein qui deviennent un petit peu envahissante sur une géométrie comme ça. Là, je vais attraper mes chanfreins directement dans l'arbre du modèle. C'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Puis si on veut fignoler, déjà je vais cacher toutes mes références. Voilà. Et puis maintenant pour fignoler, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller chercher des couleurs. Je vais bien me repeindre là. Voilà. Ok, je vais aller chercher des couleurs. Dans mes apparences, j'ai chargé ici une bibliothèque de peinture. Voilà, je vais prendre du noir par exemple. Le noir, je vais aller chercher un filtre qui me permet de sélectionner uniquement les corps et je sélectionne comme ça les corps qui m'intéressent, les pentagones. En maintenant la touche contrôle enfoncée, je fais comme ça mon petit marché. Je pense que je les ai tous. De toute façon, on va vérifier par la suite comment ça va se passer. Ça m'a l'air pas mal. On va, pour fignoler, mettre du blanc. Cette fois, donc je choisis toujours les corps et puis on va choisir les hexagones. On en est où? Il en manque quelques-uns.
Voilà, ces deux-là, voilà, ça m'a l'air pas mal. Voilà, c'est fait. Je cache maintenant ma première esquisse. Parce qu'il y avait un petit truc J'ai un ballon de foot qui fait 25 centimètres de diamètre. Et si je décide de changer son diamètre, de le passer, par exemple, à 300 millimètres de diamètre, eh bien, il n'y a pas de problème. Tout se met à jour. Et je peux comme ça vérifier à la volée, enfin toujours la longueur résiduelle, résultante plutôt des arêtes de mes pentagones et de mes hexagones. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien ma méthode. Autant s'auto-féliciter. Et puis, vous pouvez tenter de la reproduire sur votre propre système CAO. Je pense que vous devriez être capable de le faire sur n'importe quel outil. C'est pas propre, il n'y a pas trop de spécificité. La conception multicore de Creo est relativement récente, euh, pas mal, assez puissante. Hein, ça marche très très bien. Et puis le reste, ben c'est à vous d'utiliser au mieux les outils d'esquisse dont vous disposez. Juste une chose, si vous voulez offrir ce ballon pour Noël et créer sa boîte capable, donc la boîte qui est capable de contenir le ballon, et ben voilà, vous avez une fonction dans Creo qui vous crée directement le cube qui contient ma sphère. Et donc, en plus, là, je suis sûr que si je mesure les arêtes de mon cube, il y a une toute petite différence qui doit être liée à la toute petite quantité de matière qui est croquée par le chanfrein. Voilà. Donc lui, il me dit il manque 7 microns pour obtenir les 300 mm, mais c'est les chanfreins qui sont la cause de cette différence. Et je pense qu'on va retrouver de toute manière les mêmes valeurs partout, parce que effectivement, le petit bout de matière enlevé par le chanfrein qui vient tangenter le côté du cube me provoque ces 7 microns de différence. Allez, on en reste là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez réussi à la refaire. Euh, et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo autour de la conception assistée par ordinateur. À très bientôt.